Après 9 heures de route à travers une tempête de neige pour surprendre ma sœur à sa fête de fiançailles, je suis entré. Bonjour, je suis Odessa. J'ai conduit pendant 9 heures à travers une tempête de neige avec un gâteau sur mes genoux et l'espoir au cœur pour surprendre ma sœur à sa fête de fiançailles. Mais quand je suis entré, tout le monde m'a regardé comme si j'étais la tempête. Ils m'avaient effacé de la liste des invités, on rit de mon arrivée impromptue, on racontait des mensonges que je n'étais pas censé entendre. Alors, que faites-vous quand la famille que vous avez toujours protégée vous montre finalement qu'elle n'a jamais eu l'intention de vous protéger en retour? Restez dans les parages car le gâteau n'a pas été la seule chose qu'ils ont laissée derrière cette nuit-là. Commentez si vous avez déjà été traité comme un étranger dans votre propre famille. Et n'oubliez pas de vous abonner pour le prochain chapitre. La tempête de neige était plus facile à affronter que la famille. J'ai quitté la ville juste après l'aube, la silhouette des gratte-ciel diminuant derrière moi dans le rétroviseur. Mon coffre était plein à craquer, principalement avec une imposante boîte de pâtisserie blanche soigneusement isolée pour le voyage. Vena m'avait dit un jour qu'elle aimait le gâteau au champagne et aux fraises plus que tout au monde. Alors je l'ai commandé une semaine à l'avance, payé un supplément pour qu'il soit fait frais ce matin-là. 9 heures à travers le grésil, la glace et des routes où je serrais le volant à m'en blanchir les jointures parce que je voulais voir son visage quand j'entrerais. Elle était ma petite sœur, même quand elle n'agissait pas comme telle. Je me suis arrêté une fois pour faire le plein et prendre un café chaud, enfilant mes talons dans les toilettes d'une station-service. Mon manteau me collait à la peau comme une couverture mouillée. Pourtant, je souriais, les joues rougies par le vent, répétant dans ma tête, ça en vaut la peine. Elle en vaut la peine. Au moment où j'ai atteint le domaine dans le nord de l'État, mes pneus crissaient sur le gravier incrusté de neige fraîche. Le manoir se dressait, imposant, comme dans un conte de fées nuptiales. Des lumières dorées serpentaient le long des portails en fer forgé, des quatuors à cordes résonnaient faiblement depuis le hall principal. J'ai pensé, ça va être inoubliable. Juste pas de la manière que j'imaginais. Alors que je tendais mes clés au voiturier, il cligna des yeux 2 fois en me regardant. « Vous êtes du service traiteur ?» J'ai ri poliment, supposant qu'il plaisantait. « Non, je suis de la famille. » À l'intérieur, l'air était chaud et parfumé à la vanille et aux roses, mais le froid du dehors ne quittait pas ma colonne vertébrale. Personne ne m'a salué. Des femmes en robe pastel jetaient des regards par-dessus leurs épaules, les lèvres pincées. J'ai pris une profonde inspiration, entrant avec la boîte à gâteaux comme si c'était une offrande de paix. Puis je l'ai vue, Vena, dans une robe en soie rose poudrée, les cheveux bouclés à la perfection. Elle riait de quelque chose qu'un garçon d'honneur lui chuchotait jusqu'à ce qu'elle m'aperçoive. Son sourire vacilla. Puis son visage se décomposa. « Tu es vraiment venu ?» J'ai conduit toute la journée, ai-je répondu, essayant de paraître plus légère que je ne me sentais. Surprise. Elle n'a même pas tendu la main vers la boîte. Je ne pensais pas que tu sais, arriverais avec ce temps. J'ai posé délicatement le gâteau sur la table d'appoint à côté des plateaux de mini-macarons. Eh bien, si. Tu te fiances. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Elle cligna des yeux, et derrière elle, une de ses demoiselles d'honneur se pencha, chuchotant assez fort pour que j'entende, elle n'était pas sur la liste, n'est-ce pas? J'ai essayé de ne pas tressaillir, mais ensuite je l'ai vue. L'expression de Vena n'était pas celle du choc, c'était du calcul. Je reviens tout de suite, murmura-t-elle, disparaissant dans un couloir latéral. Je suis resté là, ignoré, tandis que les gens circulaient autour de moi comme si je faisais partie du décor. J'ai trouvé ma mère près de la cheminée, vêtue de perles et de bleu marine. Elle m'a offert une bise rapide en l'air, puis a dit avec un sourire forcé, « Ne fais pas en sorte que ça tourne autour de toi, d'accord? Ce soir, c'est pour Vena. » J'ai forcé un rire. Bien sûr. Puis elle a baissé les yeux sur l'ourlet mouillé de mon manteau et a froncé les sourcils. Le fiancé de Vena est passé. Je lui ai souri. Il a hoché la tête, à peine. J'ai avancé plus profondément dans la maison, passant devant des photos de fiançailles encadrées. Pas une seule ne me montrait. Près de la table des desserts, j'ai entendu des gloussements. Un aimant à problème. Chaque famille en a un. Peut-être qu'elle pense que c'est une répétition de dîner pour elle-même. Il ne prenait même pas la peine de chuchoter. J'ai trouvé le vestiaire pour déposer mes affaires. À l'intérieur, j'ai vu un plateau orné étiqueté « Cadeau du cortège nuptial ». Il y avait 10 boîtes, des bijoux étincelants, des cartes manuscrites. Mon nom n'était nulle part.
Je me suis assise sur le banc voisin, expirant lentement. Puis mon téléphone a vibré, un message groupé. Le cortège nuptial de Vena. Je n'étais pas censé en faire partie. Peut-être que quelqu'un m'avait ajouté par erreur. Ou peut-être que l'univers avait décidé que je méritais la vérité. Un message se démarquait. Horodatée plus tôt dans la journée, elle ne correspond pas au look. Nous dirons que la liste était pleine. Envoyé depuis le numéro de Vena. Ma gorge s'est asséchée. Les coins de mes yeux me piquaient. Je suis retourné dans le froid, inspirant l'air glacial comme s'il pouvait tout anesthésier en moi. Pendant un instant, j'ai juste regardé les bancs de neige. Ce n'était pas un malentendu. C'était un plan. Lien vers le chapitre suivant. Le froid avait à peine engourdi mon visage lorsqu'une voix m'appela derrière moi. La voix en laquelle j'avais le plus confiance autrefois. Même pas une chaise. Le froid du dehors s'accrochait encore à mon manteau alors que je me tenais dans le couloir, téléphone à la main, la lueur bleue du message groupé illuminant les fissures de mon cœur. Mes doigts tremblaient, non pas à cause de la neige, mais à cause des mots gravés dans cette conversation, les mots de Vena. J'ai fixé l'écran un instant de plus, me forçant à ne plus les voir. Puis, sans répondre, j'ai supprimé le message, mais le mal était déjà fait. L'écran avait beau s'être éteint, l'écho de ces phrases résonnerait longtemps dans mon esprit. J'ai pincé les lèvres, inspiré profondément, et suis retourné dans la salle de banquet principale. Je marchais plus lentement cette fois, essayant de trouver un rythme à mes pas qui ne me donnerait pas l'impression de m'écraser dans un monde qui m'avait déjà rejeté. La musique était plus forte maintenant, les basses vibrant légèrement à travers le sol, un mélange de célébrations soigneusement sélectionnées. Des rires fusaient du coin opposé où Vena et ses demoiselles d'honneur se pressaient autour d'une tour de champagne étincelante. Elle avait le dos tourné, mais je pouvais quand même voir son sourire. Ce n'était pas pour moi. Des tables bordaient la grande salle, chacune recouverte de chemins de table en soie, de bougies scintillantes et de cartons nominatifs élégamment imprimés. Je les ai tous parcourus du regard, une fois, puis 2 fois. Mon nom n'apparaissait pas même une variation, pas même une erreur. Il y avait une table près du buffet des desserts. Une place vide. Je me suis dirigé vers elle avec un espoir hésitant, serrant mon manteau plié dans mes bras comme un bouclier. Mais juste avant que je puisse l'atteindre, un serveur s'est interposé avec un sourire exercé et a dit « Oh, je suis désolé. Cette place est pour l'assistant du disque jockey. » J'ai hoché la tête en silence, forçant un sourire crispé, le genre qui dit « Ce n'est pas grave », alors que ça l'est absolument. Alors je suis resté dans le coin, seul. J'ai rempli un gobelet en plastique d'eau à la table des rafraîchissements, et je l'ai tenu à 2 mains, les doigts crispés comme si je pouvais en extraire du réconfort. De là où je me tenais, j'avais une vue dégagée sur l'écran de projection montrant un diaporama de photos. Des photos d'enfance de Vena défilaient, soufflant des bougies d'anniversaire, gagnant son premier concours de danse, et traînant des amis au bal de fin d'année. Pas une seule image ne m'incluait. Autant dire que j'avais été effacé de sa vie. Quelqu'un m'a frôlé en passant, heurtant légèrement mon coude sans s'excuser. Je me suis rapproché d'1 centimètre du mur. Même le mur semblait plus accueillant que les gens dans cette pièce. Tante Claire fut la seule à me reconnaître. Elle est apparue brièvement dans une robe trop serrée pour son âge et un parfum si fort qu'il m'a presque fait tousser. « Tu devrais essayer d'être heureuse pour ta sœur, » a-t-elle dit, touchant légèrement mon bras. C'est son grand moment. Laisse-la juste en profiter. J'ai ravalé ma fierté en même temps que le hochement de tête dans ma gorge. Bien sûr, ai-je répondu, la voix plate. Mais le sourire que je lui ai offert était exercé, poli par des années de réception familiale où faire semblant était une compétence de survie. Elle est passée à autre chose avant que j'aie eu la chance de répondre quelque chose de sincère. Non pas que cela aurait importé. Personne n'écoutait vraiment ce soir. La brûlure derrière mes yeux revint. Je clignai des yeux pour la chasser, 1 fois, puis 2 fois. Mais la 3e fois, j'ai cédé. Je me suis excusé discrètement et j'ai trouvé le couloir menant aux toilettes. Une fois dans une cabine, j'ai verrouillé la porte et me suis adossé au mur froid, le manteau toujours serré dans mes bras. Les larmes sont venues lentement au début, des traînées chaudes sur mes joues gelées. Je n'ai pas sangloté. Je n'ai pas fait de bruit. J'ai juste fui, comme un robinet qui goutte depuis des années et que personne n'a remarqué. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là, mais finalement, j'ai essuyé mon visage avec la manche de mon manteau,
pris une profonde inspiration et me suis levé, le genre d'inspiration que l'on prend avant de retourner au combat, sachant qu'on ne gagnera pas mais refusant de perdre en silence. Alors que je retournais vers la salle de bal, j'ai pris un mauvais tournant, entrant accidentellement dans un couloir de service que je n'avais pas remarqué auparavant. Les murs étaient plus étroits ici, bordés de chariots roulants et de plateaux de nourriture. Je me suis arrêté pour me réorienter, et c'est là que je l'ai entendu, des rires. Des rires familiers. Puis une voix. La voix de Vena. Je me suis figé. Elle était juste au coin, parlant à quelqu'un. Peut-être Blit. Leur ton était léger, éméché, sans garde. Et puis j'ai entendu mon nom. Les accidents sont révélateurs. Je n'ai pas bougé. Je n'ai même pas respiré. Leur voix venait juste du coin, rebondissant sur le carrelage de la cuisine. Je pouvais voir leurs ombres sur le linoléum, les boucles de Vena se balançant alors qu'elle gesticulait avec une coupe de champagne dans une main, et Blit perché sur un tabouret, les jambes se balançant paresseusement. Je ne peux pas croire qu'elle ait vraiment conduit jusqu'ici, dit Blit, le rire déjà enroulé dans sa voix comme une étincelle attendant du carburant. Vena répondit sans hésiter. 9 heures à travers un blizzard, pourquoi, un petit gâteau de pitié? Le son du reniflement de Blit fut sec, méchant. Elle a toujours été désespérée d'attention. Mon Dieu, et si elle s'était écrasée en chemin? Vena gloussa, et quelque chose dans son ton me coupa plus profondément que je ne m'y attendais. Honnêtement, j'aurais pu profiter du silence et de la sympathie. Le rire qu'elle partageait ensuite résonna. Ce n'était pas seulement cruel, c'était rodé. J'ai reculé lentement, comme si tout mouvement brusque pouvait m'exposer. Je me fichais de savoir où j'allais, j'avais juste besoin d'espace. J'ai tourné dans un couloir qui sentait le romarin et l'eau de javel, j'ai trébuché dans les toilettes, j'ai verrouillé la cabine, et je me suis enfin laissé pleurer sans retenue. Je voulais crier, exiger des réponses, sortir en trombe et jeter ce maudit gâteau à travers la pièce. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai pressé le dos de ma main contre ma bouche, forçant mes sanglots au silence. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Une notification, une alerte météo. Pas un seul message de qui que ce soit à la fête, pas un signe de vie, pas un « et, où es-tu » de ma mère. Rien. J'ai quand même ouvert ma conversation avec elle, juste pour être sûr. Le dernier message venait de moi, je viens d'arriver. J'ai hâte de voir tout le monde. Il avait été lu. Pas de réponse. Mes doigts ont fait défiler les anciens messages en pilote automatique. Je me suis arrêté sur une photo du Noël dernier, Vena ouvrant un cadeau, notre mère souriant derrière elle, moi partiellement coupé sur le bord. Je me suis souvenu des anniversaires. Personne ne s'est présenté le jour de mon emménagement à l'université, où la mère de ma colocataire avait apporté des décorations et la mienne m'avait déposé sur le trottoir avec une étreinte serrée et un « rends-nous fiers ». Et quand j'ai été promu l'année dernière, la lettre d'information familiale ne l'a même pas mentionné. Mais Vena apparaissant sur un prospectus de studio de yoga? Paragraphe entier. Je me suis essuyé le visage, me suis regardé dans le miroir, les yeux rouges mais secs, la mâchoire serrée. Ma poitrine ressemblait à de la pierre. Quand je suis retourné vers le hall, je suis passé par la cuisine, espérant que personne ne me remarquerait. J'ai vu le gâteau là où je l'avais laissé, soigneusement emballé dans cette boîte argentée, celle avec le ruban doré que j'avais choisi à 1 heure du matin la nuit précédente. Je l'ai sorti, enlevé le couvercle, et les regardé, un délicat gâteau au citron à 3 étages avec des violettes sucrées et une bannière en fondant qui disait « À l'amour, au rire, à jamais ». Il était toujours parfait, intact. Je l'ai posé sur le comptoir. Un serveur m'a repéré. « Madame, je suis désolé. Les invités ne sont pas autorisés, je pars juste, dis-je doucement. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas attendu qu'il finisse. Je me suis glissé par la sortie de service, serrant mon manteau autour de mes épaules. Le vent me mordit les joues alors que je sortais dans la neige, mais bizarrement, il piquait moins que ce que je venais d'entendre. J'ai atteint ma voiture, me suis assise derrière le volant, et j'ai de nouveau regardé mon téléphone, 14 appels manqués de numéros que je reconnaissais, mais aucun d'eux n'avait plus d'importance. Je l'ai éteint, l'ai jeté sur le siège passager. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai trouvé un motel en bord de route, payé en espèces, et n'ai pas laissé mon nom. J'ai dormi avec la télévision allumée, toujours habillé, attendant que le chagrin s'estompe. Je me suis assise sur le bord du lit, fixant le papier peint à fleurs,
écoutant le faible bourdonnement du climatiseur même s'il gelait dehors. La télécommande gisait intacte à côté de moi. Je ne pouvais pas me résoudre à regarder quoi que ce soit. Pas une sitcom pour rire, pas un drame pour me distraire. Au lieu de cela, je rejouais cette conversation de couloir encore et encore dans mon esprit. Chaque mot que Venat avait prononcé me semblait gravé dans la peau. Combien de fois lui avais-je accordé le bénéfice du doute? Combien de fois avais-je défendu ses choix, même quand ils n'avaient aucun sens pour moi? J'avais traversé des blizzards pour elle. Elle ne pouvait pas décrocher un téléphone pour me prévenir que je n'étais pas désiré. Et pourtant, une partie de moi voulait encore croire que ce n'était pas vraiment elle. Mais, au fond de moi, je savais déjà que si. Je me suis blotti sous la couette du motel, rêche contre mes bras, et j'ai chuchoté au plafond, « Qu'est-ce que je fais même ici ?» Aucune réponse n'est venue, juste le vent dehors qui secouait la vitre comme pour me rappeler que j'avais toujours été à l'extérieur, regardant à l'intérieur. Les rideaux du motel ne bloquaient pas beaucoup la lumière du soleil. Je me suis réveillé désorienté, toujours dans mes vêtements de la veille, la faible odeur de crème au beurre et de neige s'accrochant à mon manteau sur la chaise. Mon téléphone clignotait encore et encore avec des appels manqués et des messages non lus. Je me suis redressé lentement et l'ai attrapé sur la table de chevet, me préparant non pas à de l'inquiétude, mais à ce que je savais déjà qui m'attendait, « Tu as embarrassé Venat. Pourquoi as-tu laissé le gâteau et disparu? Tu as toujours eu le chic pour le drame. » Pas un seul message ne demandait, « Est-ce que ça va ?» J'ai fait défiler plus loin, les doigts engourdis tapant sur le verre froid. Les messages continuaient d'arriver. Un cousin dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis 2 ans a ajouté, « Tu ramènes toujours tout à toi. » C'était sa soirée. Et puis celui qui m'a retourné l'estomac. Maman, dans la discussion de groupe familial, elle est instable émotionnellement ces derniers temps. Laissez-lui juste de l'espace. C'était l'histoire maintenant. Que j'étais arrivé, que j'avais fait une scène, et que j'étais parti en trombe parce que je ne pouvais pas supporter la joie de quelqu'un d'autre. Personne n'a mentionné que j'avais apporté un gâteau fait maison après un blizzard. Personne n'a posé de questions sur les choses blessantes que j'avais entendues. Personne ne voulait savoir pourquoi j'étais parti, parce que la réponse était trop gênante. Ils avaient besoin d'un méchant, et j'avais été nommé, à l'unanimité semblait-il. En milieu de matinée, Venat avait posté une photo de la fête sur Instagram. Je l'ai fixée pendant 1 minute entière. Elle se tenait rayonnante, entourée de ses demoiselles d'honneur dans des étoiles en fausse fourrure blanche assortie. La légende disait, « Une nuit parfaite avec toutes les personnes que j'aime. » #béni #vie de fiancé. Je n'étais pas sur la photo. Je n'étais pas identifié. Je n'étais même pas une note de bas de page. J'ai baissé les yeux sur un message d'un vieil ami, et « Tu n'étais pas censé être à la fête ?» Venat a dit, « Tu n'as pas pu venir. Tout va bien ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé l'écran, réalisant que la réécriture avait déjà commencé. Ce n'était pas seulement qu'il voulait que je parte, c'était qu'il voulait que je sois effacé. Je me suis assis sur ce lit de motel bon marché, les ressorts du matelas perçant à travers les draps, et j'ai laissé mes souvenirs se dérouler. Ma remise de diplôme du lycée, pas de photos de famille. Mon premier appartement, pas de cadeau de pendaison de crémaillère. Mon dernier anniversaire, une carte cadeau, non signée. Ce n'était pas nouveau, cela s'était juste enfin rendu visible, comme la poussière au soleil. J'ai fait mes valises lentement, essuyant le comptoir de la salle de bain avec un mouchoir par pure habitude. Avant de quitter la ville, je suis repassé devant le domaine. La neige avait été déblayée, comme si la nuit n'avait jamais eu lieu. Des lumières scintillaient encore sur les arbres devant, joyeusement inconscientes. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai regardé le bâtiment. Par une fenêtre latérale près de la cuisine, je pouvais encore la voir, la boîte à gâteaux, toujours scellée, toujours intacte. J'ai pris une photo à travers la vitre, non pas par vengeance, mais pour preuve. Parce qu'un jour quelqu'un pourrait demander, c'était vraiment si terrible? Et j'avais besoin de pouvoir dire, oui, ça l'était. Et voici ce que vous n'avez pas vu. De retour dans ma voiture, j'ai branché mon téléphone, vérifiant enfin la messagerie vocale. Il y avait 14 appels manqués et un message de Venat, « Écoute, nous devons parler, mais pas devant les gens. Tu as pris les choses beaucoup trop personnellement. » Je ne l'ai pas supprimé. Je l'ai juste laissé là pendant que le soleil descendait plus bas dans le ciel, projetant de longues ombres bleues sur le banc de neige à côté de ma voiture. Je ne l'ai pas rappelé. Mais, pour la première fois depuis des années,
J'ai souri parce que je n'allais plus m'expliquer. Laissez-les parler. Laissez-les déformer les choses. Ils avaient écrit leur version. Maintenant, j'étais prête à écrire la mienne. La neige avait légèrement fondu pendant la nuit, laissant des plaques de gadou encroûtées devant la fenêtre de mon appartement. J'étais assise à la table de la cuisine, toujours en chemise de nuit et leggings, le café refroidi à côté de moi. Je n'avais pas prévu de répondre à son appel, mais j'en avais fini de me cacher derrière le silence. Alors, quand le nom de Vena a clignoté sur l'écran, j'ai appuyé sur accepter et j'ai calé mon téléphone contre le sucrier. L'écran a vacillé, et elle était là, le mascara impeccable s'accrochant encore à ses cils, la même boucle douce dans ses cheveux qu'il y a 2 nuits. Parfaitement soignée, comme toujours. Tu as choisi le moment le plus bizarre pour disparaître, a-t-elle dit, avant même que j'aie pu dire un mot. Les gens posent des questions. Je n'ai pas parlé. Vena s'est penchée plus près de sa caméra, son ton baissant. Tu réagis toujours de manière excessive. Tu prends les choses trop personnellement. Ce week-end ne te concernait pas, pourtant, je suis restée silencieuse. J'avais appris que le silence les mettait mal à l'aise. Je ne voulais pas que tu entendes quoi que ce soit, a-t-elle continué. Comme si cela devait améliorer les choses. Tu sais comment je suis quand je suis nerveuse? Je dis des bêtises. Blit était juste drôle. Tu as sorti ça de son contexte. Elle a fait une pause, attendant clairement mon pardon ou ma culpabilité. J'ai redressé ma colonne vertébrale et j'ai enfin parlé. J'ai failli mourir en y allant, Vena. Elle a cligné des yeux. J'ai conduit à travers un blizzard. J'ai apporté un gâteau que j'avais commandé il y a des semaines. J'étais trempé, frigorifié et épuisé, mais je suis venu. Et ce que j'ai eu en retour, c'est de t'entendre plaisanter sur le fait que je meure dans un accident, sur le fait que le silence aurait été plus pratique. Ce n'est pas juste. Non, l'interrompis-je, soutenant son regard. Ce qui n'est pas juste, c'est d'être traité comme un fantôme à ton événement. Pas de place, pas de photo, pas de reconnaissance. Tu m'as effacé de tes fiançailles comme si j'étais une tache sur ta robe blanche parfaite. Elle a ricané. Ce rire qu'elle utilise quand elle est acculée. Tu en fais toute une histoire. Je ne suis pas la méchante ici. J'ai incliné la tête. Alors arrête d'agir comme telle. L'expression de Vena s'est durcie. Tu essaies de gâcher mon moment. Tu rends ça moche. Je ne rends rien moche, dis-je calmement. J'en ai juste assez de te laisser réécrire la vérité. Elle a recommencé à parler par-dessus moi, plus vite maintenant, désespérée de reprendre le contrôle de la conversation. Je n'ai pas raccroché. Je l'ai mise en sourdine. Pendant 30 secondes, je l'ai regardée parler à l'écran, inconsciente que je ne pouvais pas l'entendre. Elle agitait les mains, la bouche pincée et les yeux hagards. Puis elle a finalement remarqué que je ne réagissais pas. J'ai mis fin à l'appel. Pas de claquement, pas de drame, juste une pression sur un bouton. Pour une fois, elle a pu ressentir l'écho de parler dans le vide. J'ai regardé l'écran vide un instant avant d'ouvrir mes courriels. J'ai joint la facture du traiteur. L'objet était clair, reçu, gâteau, fiançailles de Vena. Le corps du courriel ne contenait qu'une seule phrase, ci-joint le reçu du gâteau que j'ai payé, celui qui a été laissé derrière. Je l'ai envoyé à maman, à tante Dileya, à Vena. En quelques minutes, une réponse est arrivée de l'adresse de maman. Juste 4 mots, ça n'aide pas, Odessa. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, expirant lentement. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste une autre tentative de détourner les projecteurs de ce qui importait. Mais je n'avais plus 15 ans, essayant de prouver que j'avais ma place à la table des adultes. Je n'avais plus 22 ans, désespéré d'approbation quand j'ai décroché mon premier emploi et que personne n'est venu au dîner de célébration. Je ne suppliais plus. Je documentais. Et la vérité était enfin plus forte que leur silence soigneusement entretenu. Au moment où j'ai fini ma 2e tasse de café lundi matin, ma boîte de réception contenait un nouveau message. Objet, assez, de ma mère. Je l'ai ouvert, m'attendant à une autre réprimande froide, mais celui-ci était différent. Pas en colère, pas inquiet ou calculé. Tu as assez embarrassé notre famille, commençait-il. Tu as de la chance d'avoir même été invité. Alors ne gâche pas l'avenir de Vena par jalousie. En pièce jointe sous sa note se trouvait une capture d'écran d'une discussion de groupe privé intitulée « Planification familiale de base uniquement ».
Je n'en faisais évidemment pas partie, mais ils avaient parlé de moi. Venat avait écrit, elle ne va pas bien. Vous savez qu'elle a toujours déformé les choses. Attendez juste. Elle va transformer ça en une histoire à dormir debout. Maman avait répondu avec un pouce levé. Blit avait renchéri, nous avons essayé de l'inclure. C'est elle qui rend toujours tout dramatique. Le récit se répandait déjà comme de la pourriture sous les planches, silencieux, sale, difficile à contenir. Et maintenant, il y avait une trace écrite. Ce qui m'a vraiment frappé, ce n'était pas seulement la trahison, mais à quel point tout cela semblait répété. Comme s'ils avaient des plans d'urgence au cas où je poserais problème. Et quand je ne leur en ai pas donné, ils l'ont inventé. Je me suis penché en arrière de mon ordinateur portable. Le radiateur sifflait à côté de moi, lentement et régulièrement. Et j'ai réalisé quelque chose à ce moment-là, je n'étais plus blessé. J'étais éveillé. Vers midi, un collègue de mon cabinet m'a envoyé un message Slack, et, juste pour que tu saches, quelqu'un a partagé une capture d'écran d'une publication Instagram vague sur la sœur d'une mariée en pleine crise. C'est toi. Mon pouce est accéléré. J'ai vérifié Instagram, cherché le profil de Venat. Elle avait posté une photo au ton pastel d'elle tenant du champagne, la tête renversée en arrière en riant. La légende disait, parfois, la jalousie porte un visage familier, mais le véritable amour transparaît. Je n'avais pas besoin qu'elle m'identifie. Tous ceux qui la connaissaient, elle et moi, sauraient exactement de qui elle parlait, et cela aurait été déjà assez grave. Mais un blog local de potins de mariage avait republié la photo avec une courte histoire anonyme soumise par une demoiselle d'honneur lors d'une récente célébration dans le nord de l'État, décrivant un membre de la famille arrivant sans y être invité, exigeant de l'attention et faisant une crise avant de disparaître. Ma bouche s'est asséchée. Ce n'était plus un drame familial. C'était public, et cela changeait tout. Je n'ai pas crié, je n'ai rien jeté. Au lieu de cela, j'ai ouvert un dossier sur mon bureau intitulé « Vérité », soigneusement étiqueté. Il y avait des photos des routes enneigées, le reçu du gâteau, un clip vidéo de la boîte intacte à travers la fenêtre, des captures d'écran des messages que je n'étais jamais censé voir. J'ai ouvert Instagram et posté 3 images, le gâteau posé dans la cuisine éclairé par la neige, mon pare-brise couvert de givre après 9 heures de route, un simple selfie que j'avais pris devant le lieu de la réception aux cheveux mouillés, joues rouges, tenant la boîte à gâteau. Ma légende, parfois, vous vous présentez pour des gens qui ne déneigeraient même pas votre nom sur un trottoir, mais c'est comme ça que vous apprenez. Certaines choses que vous faites par amour. Certaines choses vous apprennent qui le mérite. J'ai désactivé les commentaires après 2 heures, juste après qu'ils aient commencé à affluer, certains encourageants, certains confus, certains demandant toute l'histoire. Je n'étais pas prête à la donner, mais je leur en avais donné assez. Ensuite, j'ai ouvert mon Gmail, composé un nouveau message et joint un PDF de la capture d'écran de la discussion et de la publication Instagram. Le destinataire, le service des relations publiques de l'entreprise où travaillait le fiancé de Venat. Je n'ai inclus aucun commentaire, juste les documents. S'il voulait un mariage basé sur des mensonges soigneusement élaborés, qu'il voit comment ils se sont construits. Pas de vengeance, murmurai-je à voix haute, juste des conséquences. Ce soir-là, alors que la neige revenait et commençait à tomber doucement contre mes fenêtres, mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto de Blit, tu n'as pas entendu ça de moi, mais le fiancé de Venat vient de reporter le dîner de fiançailles avec ses parents. Il a dit que quelque chose était arrivé. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je me suis blotti sur mon canapé, j'ai allumé une bougie et j'ai tiré l'épaisse couverture sur mes jambes. Pour une fois, je ne me sentais pas comme la tempête dans l'histoire. Je me sentais comme l'éclaircie dans les nuages. Samedi matin arriva, paré de soleil, feignant que rien n'était brisé. Mais dès que j'entrai dans la maison de Tante Ray, je le sentis, cette électricité crépitante dans l'air, celle qui bourdonne juste avant que la foudre ne frappe. Elle m'accueillit à la porte avec une pression polie sur l'épaule et un murmure, ne les laisse pas te rabaisser. À l'intérieur, c'était le théâtre du brunch. Des plats blancs de melons tranchés et de pâtisserie. Trop de gens en pull couleur crème. L'odeur de sirop ne masquait pas l'attention. Je pris place près de la fenêtre où personne n'avait à me regarder dans les yeux s'ils ne le voulaient pas. La plupart ne le firent pas. Venat se tenait à l'autre bout de la salle à manger, une flûte de champagne à la main, au centre de la scène, comme toujours. Elle sourit comme une politicienne et tapa sur son verre. Je veux juste dire, commença-t-elle, étirant ses mots comme du miel dégoulinant d'une cuillère.
Cette semaine m'a rappelé à quel point c'est beau quand la famille choisit l'amour plutôt que l'ego. La voilà, la pique. Douce, rodée, empoisonnée. Quelqu'un rit nerveusement. Quelques regards se tournèrent vers moi. Je sirotais mon jus d'orange. J'en avais fini de prétendre que je n'entendais pas le ton sous ces mots. Je me levai, calme et délibéré. Ça vous dérange si je dis quelque chose aussi? Elle cligna des yeux. La fourchette de Tantrey s'arrêta en plein vol. Un silence se répandit sur la table comme du brouillard. J'ai conduit 9 heures sous une tempête de neige pour cette fête, commençai-je, avec un gâteau que j'ai payé, qui est resté intact dans la cuisine pendant que des gens qui prétendaient m'aimer riaient à l'idée que je meure sur la route. Des halètements. Blitz s'étouffa légèrement avec son mimosa. Le visage de ma mère perdit toute couleur. La bouche de Vena s'ouvrit, mais je levai la main, non pas pour la faire taire, mais pour garder la parole, juste cette fois. Je t'ai entendu, Vena. Toi et Blit, à travers la porte de la cuisine, riant de la façon dont les choses seraient paisibles si je ne m'étais jamais présenté. Elle secoua la tête, essayant de se reprendre. Odessa, c'était sorti de son contexte. Je ne la laissai pas finir. Je sortis mon téléphone, le déverrouillai et appuyai sur lecture. La pièce se remplit de leur rire, la voix devenait immistacable, 9 heures pourquoi, un petit gâteau de pitié, puis Blit gloussant, et si elle s'était écrasée? Imagine la sympathie et le silence. Je fis une pause là. Voilà le contexte, dis-je doucement. Le fiancé de Vena parut abasourdi, la regardant comme s'il ne reconnaissait pas son visage. Ma mère attrapa son vin. Personne ne bougea pour la défendre. Personne ne le pouvait. Vena resta figée, les lèvres entr'ouvertes d'horreur silencieuse. Puis elle se jeta sur moi. Tu n'as pas le droit de déformer ça, lança-t-elle. Je fis un pas en arrière, le téléphone toujours à la main. Tu l'as déformé à la seconde où tu as décidé que l'humiliation était plus facile que l'honnêteté. Je t'ai traité de jalouse parce que tu le hais, siffla-t-elle. Et j'ai vu ton bluff, répondis-je, plus fort cette fois. Tu avais tellement besoin d'un méchant dans ton histoire que tu as oublié ce qu'il en coûtait d'en fabriquer un. L'air changea. Le silence n'était pas lourd, il était vif, coupant, réel. Je ne suis pas resté pour le dessert. Alors que je me dirigeais vers la porte, Tantrey me suivit, posant doucement une main sur mon dos. Sa voix était un murmure, mais elle portait le poids d'un rocher. Tu n'as pas seulement lavé ton nom, ma chérie. Tu as brûlé tout le scénario. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Lien vers le chapitre suivant. Le silence qu'ils ont laissé derrière moi m'a suivi jusqu'à la maison, mais je n'étais plus seul. Les mots de Vena résonnaient encore derrière moi comme la dernière rafale de vent avant le calme. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, non pas parce que j'étais anxieuse, mais parce que quelque chose en moi avait changé, s'était installé. Quand on traverse une tempête aussi violente et qu'on en sort debout, ce n'est pas la tempête dont on se souvient, c'est le silence d'après. Je me suis réveillé samedi matin avec 3 notifications avant même d'être sorti du lit. La première venait de Monica, une voisine d'enfance à qui je n'avais pas parlé depuis des années. « Tu as entendu » avait-elle écrit. Le dîner de fiançailles est annulé. Ses parents ont demandé une pause. Ce sont leurs mots, pas les miens. J'ai regardé l'écran, clignant des yeux à travers le sommeil et l'incrédulité. Je ne m'attendais pas à ce que ça se dénoue aussi vite. Ensuite, est venu un statut vague de Tantrey, la vérité brûle au début, mais elle te libère si tu es prête. Pas de nom, pas de hashtag, mais tous ceux qui le liraient sauraient exactement de qui elle parlait. La dernière notification était une photo du brunch, moi tenant le micro en plein discours. Quelqu'un l'avait partagé sur un fil de discussion familiale privée avec la légende, déséquilibrée, en quête d'attention, comme toujours. Je n'ai pas répondu. Pas besoin. Cette partie de moi qui avait l'habitude de supplier une explication, de crier silencieusement, « Voyez-moi », juste, avait enfin fini de demander. Au lieu de cela, je me suis versé une tasse de café et j'ai regardé par la fenêtre la rue boueuse. De l'autre côté de la pièce, une vieille boîte de journaux intimes était à moitié ouverte, déversant des années de pages écrites et réécrites. J'en ai sorti un, les feuilletés et suis tombé sur une phrase griffonnée d'une écriture d'adolescente, « Peut-être que si je suis plus silencieuse, ils m'aimeront plus fort. » J'ai arraché la page, allumé une allumette au-dessus de l'évier et les regardé se transformer en cendres. Cette fille n'habitait plus ici. La journée s'est écoulée lentement, comme si tout me rattrapait.
Au coucher du soleil, mon téléphone a de nouveau vibré. C'était de lui ou le fiancé de Vena, ou peut-être ex-fiancé. Maintenant, j'ai hésité, puis je l'ai ouvert. Je suis désolé, a-t-il écrit. Tu ne méritais pas ça. J'ai tout entendu. Je n'ai pas parlé, et je le regrette. J'ai lu le message 2 fois. Non pas parce que j'avais besoin de me sentir justifié, juste surprise. Il y avait quelque chose dans son ton qui ne demandait pas le pardon, il offrait la responsabilité. Ça ne réparait rien, mais ça signifiait que je n'étais pas folle. 1 heure plus tard, un autre message est arrivé de Blit, je ne suis pas fier de qui j'étais cette nuit-là. Rien de plus. Pas de suivi, pas d'excuses. Et pourtant, ça m'a frappé plus fort que n'importe quelle insulte qu'elle m'ait jamais chuchotée. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai ouvert une publication vierge. Parfois, il faut un blizzard pour voir clair. Ceci est pour tous ceux qui ont déjà eu l'impression d'être de trop juste pour exister. Je n'ai pas appuyé sur publier. Pas encore. Mais je l'ai sauvegardé. Ma voix n'avait plus besoin d'un projecteur, elle avait juste besoin d'espace. Au moment où j'allais fermer mon ordinateur portable, mon téléphone a de nouveau vibré. Un message, un mot, s'il te plaît. Vena. Je l'ai regardé pendant longtemps, plus longtemps que je ne veux l'admettre. Mon cœur n'a pas bondi. Mes mains n'ont pas tremblé. Je n'ai pas souri, parce que maintenant je comprenais la différence entre manquer quelqu'un et manquer ce que vous espériez qu'il puisse être. J'ai posé le téléphone et je suis allé à la fenêtre. La neige avait recommencé à tomber, plus légère cette fois, plus douce, et pour une fois, elle ne tombait pas sur moi. J'étais la tempête et le ciel dégagé. Je n'ai pas répondu à son message cette nuit-là. Je l'ai laissé non lui mais pas invisible, comme une valise préparée pour un voyage que personne ne voulait faire. 1 semaine entière s'est écoulée avant que je compose son numéro. Quand elle a décroché, sa voix était si faible que j'ai failli ne pas la reconnaître. « Tu m'as juste quitté », a-t-elle murmuré. « Tu as disparu, Odessa, après tout. » Je me suis adossé à mon canapé. Le même endroit où je m'étais assise cette nuit-là en rentrant de la tempête. C'est ce que je ressens depuis que j'ai 9 ans, Vena, il n'y avait pas de venin dans ma voix, juste une vérité tranquille. Et je pense que c'est ce qui l'a le plus surprise. Elle ne s'est pas battue. Elle n'a pas tourné autour du pot. Pas cette fois. J'ai tout gâché, a-t-elle dit. J'ai été cruel. Je ne voulais pas que tu viennes parce que je savais que les gens nous compareraient encore, et je détestais ce que ça me faisait ressentir. Alors tu aurais dû me le dire, ai-je répondu. J'aurais quand même envoyé le gâteau. Je n'aurais juste pas traversé un blizzard pour l'apporter moi-même. Elle est restée silencieuse un moment avant de dire, j'ai commencé une thérapie cette semaine. J'ai fermé les yeux. Mi-incrédulité, mi-soulagement. Bien. Je pense que c'est la chose la plus humaine que je t'ai entendu dire depuis des années. Elle a essayé de rire. Ce n'est pas sorti complètement. Mon fiancé ne m'a pas parlé depuis ce brunch. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Peut-être qu'il apprend ce que j'ai fait, dis-je, que le silence peut être plus fort que les cris. Vena s'est mise à pleurer. De vrais pleurs, pas le genre à attirer l'attention. Je ne l'ai pas réconforté. Je ne l'ai pas câliné, mais je n'ai pas raccroché non plus. Je ne te déteste pas, ai-je finalement dit. Mais je ne peux pas simplement revenir à ce que c'était avant. J'en ai fini de jouer les seconds rôles. Je ne m'attendais pas à une réponse. Elle est juste restée en ligne, respirant à travers la distance. Et après quelques instants de plus, nous avons toutes les deux raccroché. Rien de dramatique, juste fini. Plus tard dans la nuit, j'ai ouvert le brouillon que j'avais sauvegardé. Je l'ai relu 3 fois avant d'appuyer sur publier, à la personne silencieuse à table, vous n'êtes pas invisible. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour parler. Parfois, votre histoire commence là où leur mensonge se termine. Il n'a pas fallu longtemps avant que les notifications ne s'allument, des messages d'anciens camarades de classe, de collègues, même de membres de la famille élargie dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Certains se sont excusés, d'autres ont juste dit « merci ». Je n'ai pas répondu à la plupart. Je n'en avais pas besoin. Le lendemain matin, j'ai marché 2 pâtés de maison dans l'air frais jusqu'à la petite pâtisserie près de mon appartement, la même que j'avais visitée il y a un mois lorsque j'avais passé cette commande pour le gâteau qui n'a jamais été coupé. J'en ai commandé un autre. Quelque chose de simple cette fois.
Juste un glaçage blanc avec de la poussière d'or. Pas de nom, pas de message, juste la paix. De retour à la maison, j'ai allumé une bougie dessus et me suis assise près de la fenêtre, coupant la première part pour moi-même. Je n'ai pas porté de toast. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste assise et j'ai mangé, silencieuse, complète. Dehors, la neige avait fondu depuis longtemps. Des flaques d'eau s'étaient formées le long des bordures, reflétant un ciel clair au-dessus. Toutes les fins n'avaient pas besoin d'être bruyantes. Certaines avaient juste besoin d'être honnêtes. Et celle-ci, m'appartenait. Parfois, la tempête ne vient pas pour détruire. Elle vient pour éclaircir l'air. L'histoire d'Odessa nous rappelle que le silence n'est pas toujours la paix. Et se défendre ne vous rend pas cruel. Cela vous rend libre. Avez-vous déjà été traité comme si vous étiez de trop juste pour exister, ou avez-vous dû vous éloigner de votre famille pour enfin trouver votre voie? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous aimerions entendre votre histoire. Et si vous croyez aux histoires qui guérissent, qui se battent, qui comptent, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer la suivante. Votre voix a sa place ici.